Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 20 janvier 2023, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Les 7 heures du Bénin seront donc en fait à partir du 22 février jusqu'au 26. On va en parler dans ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Après ça, on ira à l'Assemblée nationale du Bénin, et en passant bien évidemment par les 305 enseignants radiés entre-temps qui ont été réintégrés dans la fonction en public. Amis internautes, bienvenue et on s'installe avec votre émission Les Grandes Contradictions. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Puisque Achille Wusso est de l'autre côté des 7 heures, vous serez en fait du 22 au 26 février prochain. Oui, les 7 heures de Domola. Hein? Quoi? Les 7 heures de Domola du Bénin seront en fait, effectivement. Ça veut dire quoi, Domola là? En fait, c'est de cette façon-là qu'on les identifie. Et comme on dit... Sakete Yansa, c'est ça? Exactement. Comme on dit que à Porto-Novo, on dit... Ndo. Donc, dans la langue, c'est le Ndo. J'ai dit quoi Donc c'est le dodomola. C'est-à-dire, avant de parler, c'est souvent comme ça qu'il démarre. Donc c'est un identifiant. Donc c'est pourquoi souvent ils mettent ça pour se distinguer donc, des autres, parce que le seton est aussi proche d'autres langues comme le tofin et autres. Voilà. Oui, les 7 heures seront donc en fait à partir du 22, comme je l'ai dit. Oui, du 22 au 26, ils seront en fait, ils vont organiser... Février bien sûr, hein, et non janvier. Hein. Février. D'accord. Le mois prochain. Du 22 au 26 février. Voilà. À Bomé-Calavi, plus précisément à Ouedo, ils vont se retrouver en frères pour la deuxième fois, parce que l'initiative a commencé depuis 2018. Mais 5 ans après, ils n'ont pu réussir qu'à organiser une seule édition. Alors, ils veulent rééditer l'exploit, cette fois-ci en se retrouvant à Calavi, qui est considéré donc comme leur origine au Bénin, parce que dispersés un peu partout sur le territoire de notre pays et dans le monde, ils se réclament de Calavi. Donc, ils retournent pour se sourcer et pour donc davantage resserrer leurs liens. Et donc, c'est pour ces objectifs que le comité national a pensé ces retrouvailles, et ils sont dans les démarches pour une bonne organisation, parce que le week-end dernier, ils étaient à Calavi pour rencontrer les têtes couronnées, surtout le roi de Révier et 2 autres rois qui seront rencontrés dans la zone, afin donc d'échanger avec eux sur les conditions d'organisation et de participation de cette célébration. Le samedi prochain, c'est-à-dire demain, les organisateurs vont présenter le tissu au peuple béninois. Gaspard Adjamossi, je sais que par quel lien on dit lien de fraternité. Non, pas fraternité. On parle de lien sentimental ou quoi? Lien filial. Mettez-moi l'expression président. Pour votre gouverne, mon épouse n'est pas de là. Oui, donc on voit une organisation parfaite à l'horizon déjà, hein, Gaspard Adjamossi. Oui, déjà qu'il faut apprécier l'initiative, parce que vous savez, il y a certains qui critiquent un peu ces genres de célébrations, parce que c'est comme si il y a un repli identitaire de certaines communautés. Mais en réalité, moi, je ne pense pas qu'il faut voir ces célébrations-là de cette manière-là. Quand vous prenez par exemple
ce qui est devenu célèbre comme célébration identitaire, c'est le Weme. Le Novicha. Et je crois que le Novicha, et je crois que c'est des célébrations qui se sont imposées. Le Novicha beaucoup plus dans le temps et un peu moins le Weme qui est en train de s'imposer comme l'une des véritables célébrations identitaires. Au-delà même de ces célébrations, de ce que d'autres peuvent voir d'identitaire dans cela, cela permet désormais la réalisation de plusieurs infrastructures, cela permet le brassage, n'est-ce pas, de toutes ces communautés-là à travers ce qu'ils ont d'ensemble, ce qu'ils ont de commun. Et je crois que c'est en cela que, après les Weme, je crois que les Tori ont déjà emboîté le pas à cette célébration. Comment on appelle, les 7 ont certainement suivi, d'autres communautés le font aussi. Hein. Il y a les Karoedjir et autres. Et donc, je crois que c'est une belle initiative. Et c'est les 7 ans du Bénin et de la diaspora. C'est-à-dire donc que ça brasse un peu tout ce qui est de l'air culturel et 7 ans. Et ça permet certainement de prendre en compte tout ce qui a comme valeur au niveau de cette communauté-là et d'œuvrer à faire des réalisations dans les localités, dans les communes qui se réclament plutôt de cette communauté-là. Et c'est en cela que moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Et déjà pour faire une pareille organisation, je crois qu'il y a quelques années, c'était à Adjara, en 2018 si je ne me trompe. Et pour cette célébration, ils ont choisi à Bomé-Calavi. Et c'est dans ce cadre que les têtes couronnées de cette zone-là ont été rencontrés par les membres du bureau de cette organisation-là. Et bien évidemment, ce qui permet de s'identifier à une communauté pendant ce type de célébration, c'est le pain. Et cette communauté, les 7 heures d'homologues, pour dire comme Achille, n'ont pas dérogé à cette règle-là et ont déjà le tissu qui est là et qui sera présenté au public béninois. Oui, demain 21 janvier. Samedi. Et comme on l'avait dit, par rapport à ce qu'on est déjà en train de voir, je crois que l'organisation, on ne dira pas que c'est parfait, c'est à la fin qu'on va apprécier. Mais pour ce qui est déjà en train d'être fait, on peut tirer un coup de chapeau aux organisateurs. Ça va se passer où demain, l'événement? Oui, mais demain, c'est à la Maison des Jeunes de Porte-Nouveau pour la présentation du tissu de l'événement. Vous êtes membre du comité d'organisation, certainement. Nous sommes à côté du comité d'organisation pour un accompagnement technique qui permettra certainement comme une participation. Les confrères sont certainement à l'écoute, ça va s'adresser. Et donc, mais on constate déjà que ça bavarde beaucoup. Ce n'est pas pour vous inviter, ce n'est pas pour vous inviter, vous n'êtes pas invité. C'est que on n'invite pas Guéry. Ne s'invite pas. Voilà. On constate que ça, Gaspard Diamossi, ça bavarde trop déjà dans la presse par rapport à cet événement. Ça veut dire que non, derrière les organisateurs, il y a... Ce n'est pas que ça bavarde, mais quand même ce qui est fait doit être connu du public. Et donc, bon, j'imagine que comme ce sont les spécialistes qui sont derrière, je crois que ce qui est fait est bien dit et bien vu dans l'opinion et je crois que ça va continuer si tout va bien. En tout cas, je sauve déjà aux confrères, ils peuvent prendre contact avec vous. Avec vous. Ils prennent contact avec vous. Je ne peux même pas dire d'autres mots. Et ça vous permet de leur dire que vous-même, vous n'êtes pas invité. D'accord. Et c'est qui le président de cette association-là? Oui, le président s'appelle Monsieur Sanou. Non, c'est un vieux. Il est d'un certain âge. Sanou. En tout cas, président de l'association 7 ans. Achille peut citer le président, le TG, le SIG. Un bureau, c'est une ossature. Vous êtes à côté du comité d'organisation. Vous ne m'avez pas préparé à cet exercice, donc ça. Le SG au moins. Non, je crois que le président, c'est Sanou Mouigan. Voilà, ça vient. Et le secrétaire général, c'est Guy Mouillet. Donc, bon, voilà ce que je peux citer tout de suite de mémoire. Il n'y a que des vieux à la tête de cette organisation ou bien non, est un jeune ou... Non, c'est un mix. C'est un mix. Il y a beaucoup de jeunes. Le secrétaire général que je connais un peu plus est beaucoup plus jeune, moins jeune même que nous.
un certain nombre. Moi, que vous, c'est ça? C'est un enfant? Vous voulez dire? En tout cas, s'il est moins jeune, il a beaucoup fait jeune. ce travail, bravo à lui alors. Il est beaucoup jeune. Et il y a aussi quelqu'un qu'on ne peut pas occulter de citer, c'est M. Dauphin Roudy, qui est d'ailleurs le président des fêtes du bureau. Et donc, ça veut dire que c'est sous sa coupole vraiment que l'organisation est pensée. Et donc, j'espère qu'à la fin, on tirera grand profit de ce qui va est fait. intéresser les confrères, c'est qui le financier de l'association? Je ne sais pas. Aidez-nous à avoir son contact quand même, Gaspard Diamansi. À combien le t-shirt? Pourquoi vous voulez faire de publicité pour les confrères? Ah mais c'est un événement d'État, il faut donner à manger aux collègues. Hein, et voilà. Le tissu se vend à combien, Gaspard Diamansi? Je ne le saurai. Je ne sais pas du comité d'organisation, je ne sais pas le SG. De toutes les façons, je crois que, bon, pour votre information, je m'informe aussi. Et donc, si je ne me trompe, le tissu n'est pas encore présenté, mais ça ne dépassera pas 18 000 francs la pièce. Je crois bien que c'est. À l'image, bon, bref. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de spéculation autour, parce que généralement, c'est ce qui se passe. Les organisateurs fixent le prix à 18 000, mais il se fait que certains l'achètent à beaucoup plus que ça, 25 000, à 25 000, 22 000, tout ça. Voilà. Nous sommes au Bénin. On va revenir certainement le vendredi prochain pour en parler, pour communiquer autour donc, de ce tissu. Je rappelle que Guéry TV Monde est un partenaire privilégié de cette fête. Donc, souffrez qu'on en parle sur nos chaînes chaque fois et toutes les fois jusqu'à la fin de la célébration de cet événement de taille. Cette fois-ci, on ira à l'Assemblée nationale. Gaspard Diamansi, l'avons-nous à chaud? Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui vous vient à l'esprit. On vient de finir une élection législative où nous avons 109 élus. Et donc, en principe, le bureau de la 8e législature a fini et son mandat est en train de déposer le tablier. Donc, ce n'est pas seulement Vlavonou qui a chaud. C'est Vlavonou, c'est Gbian, c'est Dakpe Sossou, c'est... Bon, encore que ceux qu'on cite là sont... Vlavonou, c'est le président, il est le président. Encore que ceux que nous citons là sont réélus. Voilà. Mais il y a Nazer Sado, il y a le questeur qui sont partis. Il y a Tchanou, il y a autres. Donc, tous ceux-là remettent leur mandat en jeu. Maintenant, pour l'élection du bureau, nous apprenons beaucoup de choses. Pour les autres, pour Guyane et autres, encore que selon les informations qui nous parviennent par bribes, il est bien aussi candidat à quelque chose dans le bureau, peut-être à prendre la tête du bureau, pourquoi pas. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de prétendants, selon ce que les choses nous annoncent. Écoutez, je ne suis pas de son staff, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas trop proche de lui. Mais pour les informations qui nous parviennent, je pense tout à fait que c'est humain. Même s'il a fait une multitude de mandats et que certains estiment qu'il est temps qu'il aille se reposer, il vient de faire le seul mandat de président au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est humain qu'il veuille bien renouveler son mandat. Est-ce que c'est l'avis de ses pairs députés? En tout cas, on le saura davantage. Surtout que, selon les informations qui nous parviennent, il y a beaucoup de prétendants, comme le désormais chef de son parti, Djogbenou, on ne sait pas si c'est réel. On parle d'Augustin Arouen-Bla qui est un solide prétendant. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Il ne faut pas occulter également Topanou. Donc, je crois que le débat est un débat profond. Quand il s'agit d'Augustin Arouen-Bla, vous parlez d'un solide ou l'un des solides, quelque chose. Et par rapport aux autres, vous ne dites rien. Non, ça dit que les autres sont des mini-frétés. Non, écoutez, vous savez, bon, ce que je dis, c'est peut-être une analyse personnelle. Mais je pense que si vous faites une analyse géostratégique et des positionnements au niveau de la présidence des institutions, vous constaterez aujourd'hui que c'est la seule institution, le Parlement, qui est dirigé par un ressortissant de l'OME. Donc, je crois qu'une certaine logique aurait voulu que le prochain président de l'Assemblée nationale demeure quelqu'un
de l'OME. C'est en cela que moi, j'ai dit que si tant est que le président Vlavonou ne va pas remplir, et Augustin Ayolle est quand même un solide prétendant, surtout qu'il y a déjà quelques 3 années et demie en arrière, c'est de justesse qu'il a loupé ce fauteuil-là. On peut étendre l'analyse à d'autres paramètres et appeler d'autres noms. Hein. Je pense que si Joseph Diogbenou aussi, tant qu'il a l'ambition d'être le président de l'Assemblée nationale, je crois que c'est peut-être là que les autres candidats doivent avoir des sueurs froides. Parce que si nous rentrons dans la logique du système partisan qui veut que ce soit les partis qui désignent et non les... Et non que les... comme ça, c'est... Voilà, ça veut dire quoi? Il est même jugé par... Voilà, ça veut dire que si on est dans la logique de rendre les partis forts et de ne pas que ce soit les individus qui se lèvent, ça veut dire que si le débat est fait à l'interne et que le président Diogbenou veut, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre au niveau du parti qui veuille bien, à moins qu'au sommet du sommet, qu'on décide que... Voilà. Daniel Blanchard, dans le rang de ces autorités. Oui, mais bon, des prétendants au poste. Oui, ce qui est sûr, ce n'est pas un fauteuil. C'est une chaise. C'est une chaise. Ah oui, ce n'est pas un banc. Ce n'est pas un banc. Excusez, ce n'est pas un banc. C'est un fauteuil, c'est une chaise. Et cela n'aura qu'un seul occupant. Et donc, quel que soit le nombre de prétendants, on finira certainement à s'entendre et à désigner. Mais ce que je constate d'abord, c'est que lorsque vous voyez ceux qui sont cités, vous constatez d'abord qu'il y a plus d'ambition au sein de la formation Union progressiste. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'il faut d'abord à l'interne qu'ils s'entendent avec eux-mêmes. Il y a beaucoup d'intellectuels là-bas. Où est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, vous voulez dire est-ce que c'est de réels prétendants ou bien c'est nous qui les faisons prétendants? Parce que le débat se fait. Non, ce qui est sûr, ils ne viendront pas sur la place publique pour dire qu'ils sont prétendants. Mais avoir déjà ce qu'ils pèsent politiquement, on peut suppiter sur la possibilité pour eux de vouloir prendre la tête donc, de l'Assemblée nationale. Alors, donc, de l'autre côté, vous constatez que c'est seulement bien que le parti Bloc républicain envoie pour peut-être... Oui, confirmer. Non, en tout cas, c'est le seul. C'est le seul d'abord dans ce quota-là, en fait, pour avoir même fait l'expérience en tant que vice-président avec le mandat de la 8e législature. Il est un bon prétendant au poste. Vice-président aussi de la 7e législature. De la 7e, donc. C'est un abonné. Voilà, il a accumulé un certain nombre, donc il a capitalisé un certain nombre d'expériences qui pouvaient le permettre de prétendre à diriger. Je crois qu'il en a fait l'expérience de direction, de débat un certain nombre de fois. Je crois qu'il n'a pas démérité. Et donc, par rapport à tout ça, on peut dire que il a les chances intactes aussi de vouloir briguer. Et seulement que Gaspard avait abordé une analyse tout à l'heure, on parle de son analyse, mais il n'est pas allé trop loin. C'est par rapport au président de l'Union progressiste qui ici, en fait, c'est sous sa direction, sous sa conduite que les débats devaient se faire à l'interne par rapport aux prétendants qui pensent briguer ce fauteuil-là. Mais malheureusement, si lui-même est cité parmi les prétendants, ça veut dire qu'il sera jugé parti. Et ce serait difficile. Et je crois qu'une maison qui est divisée contre elle-même laisse la porte ouverte. Mais, alors, on parlait de... Parlons à présent de Vlavonou, pour finir. Parlons de Vlavonou. Du président Vlavonou, c'est important. Du prétendant, désormais prétendant, même s'il est candidat à sa propre succession. On peut parler de l'ex-président déjà, où on attend le 12 février. Bon. En tout cas, il est jusqu'au 11 février. Donc, il est candidat à sa propre succession, qu'on le veuille ou non, c'est naturel donc de le vouloir. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, les pronostics sont en sa faveur? Là, c'est toute une question parce que
on cherchera certainement à savoir ce que chacun a pu faire dans sa localité ou dans sa circonscription électorale. Est-ce qu'il a réussi à fédérer? Est-ce qu'il a réussi à lever beaucoup de voix d'abord chez lui? C'est un autre problème. Hein? Non, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, il aura des critères pour éliminer. Et donc, c'est ça. C'est un président en exercice. Et je crois, en tant que président en exercice, il doit donc justifier. Je vous informe que l'UPR a obtenu 3 dans la 21e. Oui, vous avez dit la 21e. Merci, Sakété, merci à la Mais par exemple, il a eu chaud dans sa localité. Il paraît que lui-même, il a su qu'il a triomphé sans gloire. Parce que, bon, il paraît qu'il n'est pas aussi content. Il n'est pas content de ses propres résultats. L'essentiel, c'est que l'UPR a enlevé quand même 3 sièges au niveau de la 21e. C'est suffisamment quand même grave si, en tant que président en exercice de l'Assemblée nationale, c'est ça, que d'autres partis politiques arrivent quand même à faire ce score. C'est ça la préoccupation. C'est une honte, je crois. C'est ça la préoccupation fondamentale. Il faut avoir le courage de le dire. Non, si vous faites le débat dans la 21e, faites aussi le débat dans la 16e. Donc populaire chez lui. Si vous faites ce débat dans la 21e, ayez le courage de faire ce débat aussi dans la 21e. Dans la 16e. Non, la 16e, c'est mieux. C'est vrai que le président de l'UP aussi a eu chaud, mais ce n'est pas comparable. Ah, c'est comparable. Ce n'est pas comparable. Vous savez pourquoi ce n'est pas comparable? Ce n'est pas comparable parce que le président de l'UP n'a pas un mandat électif qu'il est allé défendre. D'accord? Mais ici, nous parlons d'abord d'un président en exercice, le président Louis Vlavonou, qui, pour la première fois, même si, comme l'a dit Gassois, il a fait plusieurs mandats, c'est pour la première fois qu'il a dirigé l'Assemblée nationale. Donc, c'était pour lui un élément de plus pour justifier tout, sa capacité. Voilà, sa maîtrise de son électorat. Mais malheureusement, je crois que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il aurait déjà fait le bilan. Gassois également, s'il prend l'exemple de la 16e, les 15e et 16e circonscriptions. Non, si vous tablez sur le critère, ce que chacun a fait dans sa circonscription ou chez lui. On va éliminer beaucoup. Bon, on peut éliminer beaucoup. C'est autre chose. C'est pour dire que ce critère-là ne frappera pas seulement le président Vlavonou, que ça peut frapper aussi d'autres prétendants. Oui. Maintenant, quand Achille analyse et dit que le général Guian, je n'ai rien contre lui, mais je rappelle à Achille qu'il y a un parti majoritaire et des partis minoritaires. Non, mais il n'y a pas de majorité absolue cette fois-ci. Non. C'est ça, c'est dans le débat. Il y a une majorité. Oui. La majorité, c'est la moitié des sièges plus une voix. Exactement. Et l'UP est à 53. Oui. 53. Donc l'UP a besoin de quelques... C'est pas même une seule voix. C'est important. Et nous sommes, non. Nous sommes en politique. Et en politique, dans le cas d'espèce, nous avons 81 députés pour la majorité présidentielle. Si vous tablez sur les une ou deux voix qui manquent à l'Union progressiste pour prendre la présidence, je parle du bloc républicain parce que Achille semble parler comme porte-parole du bloc républicain. Non, pas du tout. L'Union progressiste peut se tourner vers un autre parti. Nous sommes en politique. Ah bon? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes en politique. Pour gagner quoi les démocrates? Vous voulez donner le vice-président? Nous sommes en politique. Et en politique, les droites parallèles se rencontrent parfois. Bon, en tout cas, je vous rappelle que c'est avec une voix dans ce pays que à Bomé Calavi, Dédravo, comment il s'appelle même à l'Assemblée. Même à l'Assemblée. Non, Dédravo est devenu même maire d'Abomey Calavi avec sa seule voix. En étant élu seul élu PRD. Il a été fait maire, il a fait tout le mandat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la minorité proche de la mouvance peut toutefois encore lever donc ce siège-là. Quand j'ai dit tout à l'heure que la majorité peut se retourner vers l'une des minorités, vous avez semblé sourire, mais vous oubliez que la minorité qui prétend vouloir prendre la tête
au détriment de la majorité, ne se tournera aussi que vers l'autre minorité pour avoir. La minorité que vous semblez railler là, c'est vers cette même minorité que l'autre minorité. C'est pertinent. Voilà, donc, elle est en position de force. Voilà, la minorité en question, justement. Il s'agit de quelle minorité? Il y a une minorité de droite et une minorité de gauche. Pour terminer cet aspect, Gaspard Gamon aussi parlait tout à l'heure de Louis, Robert, du général Louis. Non, pas du tout, de notre frère Augustin Arobela. Est-ce que vous voyez, avec ce bras de fer caché entre lui et le président Louis Vlavonou, est-ce que vous pensez que c'est bien possible en tout cas, qu'on puisse donner le péchoir à Augustin Arobela? C'est une guerre. Rappelons que c'est une guerre froide. C'est une guerre froide entre les deux parce que même pour briguer la 8e législature, je crois que Augustin Arobela était prétendant et avait toutes les faveurs des pronostics. C'est au dernier moment que les choses ont tourné au Kazakh. Et donc je crois que cette fois-ci, bon, on peut peut-être, en voulant se racheter, parce que, en tout cas, je pense quand même qu'il a quand même toutes les capacités. Il a le profil. Il a le profil qu'il faut pour être un bon président de l'Assemblée nationale. Et donc, je n'ai pas... Quand vous parlez, vous dites, on lui donne ça. C'est pas quelque chose qui se donne. Non, mais c'est... On parle de l'élection. Du profil. Maintenant, bon, heureusement, vous allez aussi parler de guerre cachée, parce que je crois que de façon publique, il n'y a pas d'anémosité entre le président Louis Vlavonou et le... Bon, mais c'est comme s'il y avait un froid. C'est ce qui est un peu répandu dans l'opinion. Bon, cela n'empêche donc pas qu'ils aient travaillé ensemble pendant toute la législature pour les mêmes causes, c'est-à-dire pour défendre les projets du gouvernement. Et donc, je pense que ils sont tous des fils du pays. Hein. Si le choix se porte sur l'un ou l'autre des deux, ou l'un ou l'autre de tous les prétendants, je crois que c'est véritablement... En tout cas, je ne cacherai pas mon sentiment à vouloir que ce fauteuil-là revienne au bloc républicain. Non, moi j'ai peut-être... Non, j'ai pas envie en boutade de dire que moi je veux peut-être que ça à l'aide démocrate. mais de toute façon, moi j'ai une préférence et je ne le dirai pas ici. Nous ne sommes pas des... nous ne sommes pas des votants, nous ne sommes pas partie prenante et celui qui le sera le président du Parlement, de tous les Mérinois. D'accord. On va parler cette fois-ci, Gaspard Adamossi, on va parler de du Conseil des ministres du mercredi dernier où les 305, je crois, enseignants radiés sont donc réintégrés. Monsieur le syndicaliste. Oui. Aussi, je porte aussi le chapeau de syndicaliste ici aussi. Bière, 7 ans. Et encore. C'est comme 7 ans. Non, mais je crois que c'est d'abord une décision qui a surpris tout le peuple. Parce qu'on ne s'y attendait pas. En connaissant le chef de l'État. Oui, et je crois que à entendre certaines explications, en fait, ceux qui ont eu la faveur de discuter du sujet avec le chef de l'État, à les entendre, c'est une décision qui a été délibérément prise par le chef de l'État pour essayer donc de remettre les enseignants en question, de les retourner à leur fonction. On ne fera que saluer cette décision du chef de l'État qui participe vraiment du social, parce que perdre son boulot, je crois que ce n'est pas chose facile. Et je crois que ces 305 enseignants ont retrouvé le sourire avec leur famille depuis hier. Nous allons souhaiter que la suite leur soit beaucoup plus facile. Est-ce qu'ils sont tous en vie jusqu'à la date d'aujourd'hui? Mon souhait serait qu'ils soient tous en vie. Ah, ok. Gaspard, ce qui intéresse à travers cette décision, c'est que le chef de l'État a laissé passer les élections d'abord,
avant de prendre cette décision. C'est intéressant ça. Oui, et bon, certains ont vu derrière ça les résultats des législatives et la percée des démocrates, alors que le chef de l'État a quand même une large majorité à l'Assemblée nationale. Bon, et même si, je crois que selon la version des concernés eux-mêmes, je crois que c'est depuis le 23 décembre, à l'issue d'une rencontre, que le chef de l'État avait laissé entrevoir la possibilité de leur réintégration à la reprise. Donc je ne pense pas que, enfin c'est un avis personnel, hein, que les législatives et leurs résultats aient influencé une pareille décision. Et je crois que dans le compte rendu que j'ai lu sur la toile, les gens ont montré, le chef d'État a essayé de dire qu'il était un incompris des Béninois et surtout des enseignants. Et je crois qu'à travers cette décision, le chef d'État a montré qu'il est quand même, quoi qu'on dise, un homme de cœur, un bon père de famille, qui est soucieux des conditions de vie de son peuple. Parce que si on voit dans les conditions dans lesquelles il a été vraiment informé de la situation et qu'il a cherché et qu'il a tout fait pour les rencontrer, chercher à trouver une solution à ce problème, vous vous direz que c'est peut-être un père exigeant, parfois dur quand on le voit, mais qu'en dessous de ça, il y a quand même un cœur qui peut frapper, un père qui peut frapper, qui d'une autre main peut essayer de corriger ce qui peut l'être. Je crois que par ce acte-là, le chef d'État, à mon sens, m'a laissé l'impression d'être véritablement un incompris. Il paraît dur, mais je crois que c'est un homme de cœur et il a été sensible à cette situation. Et nous appelons à ce que d'autres situations de ce genre-là dans le pays, source de frustration, soient regardées de près par le chef de l'État, un bon père de famille. Un exemple, quelle situation par exemple? Un exemple, Rekiat Madougou et Joël Aïvo, ça c'est une situation. Le capitaine Trépo, qui a été radié dans des conditions aussi. Donc, je crois vous savez que cette situation peut être... Vous savez ce qui est aussi... Pas Rekiat Madougou seul, la liste est longue. C'est les noms qui viennent, rapidement, voilà, que les exilés... Vous savez ce qui est aussi important dans cette décision, c'est les conditions dans lesquelles les discussions ont eu lieu. Parce qu'à écouter les porte-paroles, les concernés, et ils ont dit que c'est à domicile, chez le chef de l'État, qu'ils ont discuté, et que c'est là qu'il a pris la décision d'agir pendant la tenue du premier conseil des ministres de l'année. Et je crois que ça n'a pas raté. Et donc, si il les a invités chez lui pour en discuter, je crois que c'est parce qu'effectivement, il a été vraiment sensible. Sans oublier que cette situation-là est advenue à cause de l'entêtement justement de ces enseignants en question qui ont refusé de se soumettre à une décision du gouvernement. Et c'est en cela que généralement, quand on est en position de faiblesse, on dit souvent dans l'armée, exécution avant réclamation. Normalement, il devait participer à ce test, à évaluation diagnostique et après faire des revendications. Et bon, heureusement. Pour terminer sur cet angle rapidement, parce qu'on me fait signe déjà de l'autre côté, est-ce que les 305 là, ils ont eu à passer au moins 1 an ou 2 ans à la maison? 3 ans. Non, mais ça va être 39 mois. Est-ce qu'on va les faire du rappel? Comme vous êtes un enseignant. Non, le souhait serait vraiment que s'ils ont été réhabilités, qu'ils soient réhabilités totalement. Et que ce temps perdu leur soit rappelé. Leur soit rappelé. Et donc c'est ça qui va. Ce sera un grand soulagement. Ce sera un grand jour. Je crois que si le chef de l'État a été si sensible, il donnerait peut-être aussi des directives allant dans ce sens pour régler définitivement ce dossier. Avis contraire? Non, pourquoi pas. C'est une réintégration. Je crois qu'il y a plusieurs paramètres autour. Je crois que ça va être discuté par la suite. Mais malheureusement, ils ne sont plus 305 parce que dans le compte rendu que j'ai suivi justement, on déplorait déjà 3 décès dans leur rang. 3 décès, donc désormais 302. Oui, Monsieur le Président de la République, merci à vous et il faut nous écouter. Justement, il a envie d'aider la presse également et il en a parlé il y a de cela quelques jours. Gaspard Gamonsi, réforme annoncée dans le secteur des médias. Est-ce que Patrice Talon, en connaissant l'homme qui y réfléchit et il sort le grand jeu, tout ça, est-ce qu'il a besoin de confier ce dossier aux responsables de la HAC? Ils pouvaient quand même réfléchir et nous aider autrement très rapidement. Déjà qu'on n'a plus de ministère. Oui, ça c'est un premier constat. C'est là, je dis aussi en parenthèse, avant de vous laisser continuer, c'est là, je dis qu'Alain Oula est quand même fort. Il est parti avec son ministère.
Oui, ça c'est vrai, parce qu'il il est le dernier ministre de la communication. Il a déraciné le ministère de la communication. Bon, tant mieux. Et donc, on n'a plus de ministère. Et bon, nos associations, je n'ai pas envie d'être dur sur ce côté-là, mais nos associations sont dans la situation où elles sont. Donc, à qui le chef de l'État peut confier une pareille mission? Moi, je n'en sais rien. À moins peut-être de mettre en place un comité ad hoc. Mais bon, il y a une institution qui est là et qui s'occupe des médias. Le chef de l'État a dit, ce n'est pas qu'on leur a confié la réforme, mais le chef de l'État a dit qu'elle leur a donné l'opportunité de piloter la réforme, de discuter avec tous les acteurs des médias, quelle que soit leur catégorie, et de pouvoir pondre des propositions à soumettre au gouvernement. Maintenant, dans quelles conditions ces consultations se feront? Est-ce que la HAC, dans sa composition, dans sa structuration, dans sa configuration actuelle, peut aider à aller vers ces genres de réformes? Il y a autant d'interrogations, c'est à l'œuvre qu'on saura véritablement. Il y a quand même des gens compétents au niveau de la HAC. Non, je ne remets pas en cause la compétence des personnalités qui composent la HAC, mais en tant que structure administrative, en tant que structure politique, je m'interroge sur la possibilité qu'à cette institution, je ne parle pas des individus qui la composent, je dis cette institution. Aujourd'hui, entre la HAC et la plupart des associations de professionnels, il y a une forme de rupture. Il n'y a pas de discussion comme entre-temps, il n'y a plus d'échanges, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à accorder cette confiance-là à l'institution pour aller vers ces réformes-là? Ouais. Et entre professionnels et même les associations, c'est pratiquement la rupture de confiance. Donc, moi, je me pose les questions de savoir les conditions d'une telle réforme. Comme nous sommes là et que nous observons beaucoup, on verra. Et que nous sommes acteurs en plus, on verra bien ce que cela va donner. Donc, notre espoir, de toutes les façons, le chef de l'État, si nous échouons, le chef de l'État prendra les mesures qu'il faut pour qu'on aille de l'avant. Et là, ce serait tant pis pour nous, dommage. Voilà. Le président Patrice Talon aurait pu réfléchir autrement et gérer le dossier. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Si la HAC est là, elle est une institution qui a un cahier de charge et à qui on peut confier un certain nombre de missions. Et par rapport à ça, je crois que la HAC a la lourde responsabilité aujourd'hui de montrer à la face du monde, de montrer au monde des médias et de montrer au président de la République, au gouvernement, qu'elle a vraiment la capacité qu'elle a la capacité qu'elle devrait avoir. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il revient à la HAC d'organiser les assises et de déposer au chef de l'État des propositions. Dans un bref délai. Pour moi, le chef de l'État a eu le mérite d'avoir abordé le sujet. C'est très important. Donc il revient en confiant cette tâche. Pour moi, non. Il revient maintenant à la HAC de montrer effectivement qu'elle est à la hauteur de sa mission. Voilà, merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Gaspard Diamossi, votre conclusion? Ma conclusion, 7 heures de demain là. Rendez-vous demain, donc demain 21. Absolument, à la Maison des Jeunes. À la Maison des Jeunes, voilà. Autour de quoi déjà? Après le lancement? Autour d'une béninoise. En bouteille. En bouteille. Oui. Voilà. La précision est importante. Achille Osso. Vous avez dit... non, à part ça, vous ne voulez pas souhaiter bon week-end à ceux-là qui ont fait l'actualité? Oui. Non, on le fera après le 2 février. À vendredi prochain, donc. Voilà, Achille Osso, votre conclusion? Oui, ma conclusion, elle sera traditionnelle. C'est de souhaiter un très bon week-end à tous ceux qui nous écoutent et une bonne suite à l'équipe technique de Kéri TV Monde. Voilà, merci beaucoup à vous, Achille Osso, Gaspard Diamossi, merci. Merci à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. La fête des filles et fils 7 ans, c'est du 22 au 26 février prochain. Dès demain, le lancement officiel de leur tissu, voilà, du tissu de la fête. Exactement. Ou bien tissu que les participants vont utiliser pour prendre part à cette fête. Ce tissu sera donc lancé demain. On vous donne rendez-vous, en tout cas pas tout le monde, hein. On vous donne rendez-vous demain donc à la Maison des Jeunes de Porto Novo pour le lancement officiel de ce tissu des filles et fils 7 ans. La fête, elle sera certainement
Abel. Mesdames et messieurs, bon week-end à vous et à vendredi prochain. Ah, sans oublier l'équipe technique, Alphonse Boton et Patrice Aéronton, et à la coordination générale pour ce vendredi, Latifat Komen. Au revoir et à très bientôt. De décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badar. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.